Cette semaine à l'émission, nous rencontrons Jean-Luc Tremblay, directeur du bourg de Pabot, qui nous offrait une conférence au Musée acadien du Québec à Bonaventure dimanche le 18 mars dernier. Cette conférence traitait sur la seigneurie maritime de Pabot, qui a connu son apogée sous l'influence de la famille Lefebvre de Bellefeuille, de 1729 à 1758, sous le régime français. La corporation du bourg de Pabot est née en 1981, après le classement du site par le ministère de la Culture comme site archéologique en 1975. De 81 à 92, les activités ont été concentrées sur 4 campagnes de fouilles archéologiques menées par Pierre Nadon. Et ce n'est qu'en 1994 que le Centre d'interprétation a débuté ses activités après une campagne de financement pour la part du promoteur. Et depuis ce temps-là, le Centre d'interprétation est actif. Et vous êtes là depuis le début du bourg de Pabot? Depuis le début, j'ai participé au comité temporaire avant la création de la corporation. J'ai été le premier président du conseil d'administration et j'ai évolué dans l'organisation, excepté 2 ans là, où j'ai travaillé à l'extérieur du pays, soit à titre de président du conseil d'administration ou directeur à partir de 1997, directeur du parc du bourg de Pabot. L'objectif de l'exposé aujourd'hui est d'essayer de mieux vous faire connaître le site historique et archéologique de Pabot. Donc, le site de Pabot étant le seul site classé par le ministère de la Culture comme étant archéologique en Gaspésie. Les raisons qui ont amené ce classement, c'est une grande partie du territoire de l'ancienne seigneurie française n'a pas été bouleversée après la destruction du site en 1758 par l'armée anglaise. 2, il y avait un seul propriétaire lors du classement, c'était la Gaspésia. Aujourd'hui, c'est la corporation du bourg qui est propriétaire, mais il y a un seul propriétaire. Et 3e raison, quand on est classé, on a une reconnaissance du ministère, mais aussi on a des obligations, dont celle de demander à la direction du patrimoine, à chaque fois qu'on veut faire un aménagement, ça nous prend une autorisation. Tout le terrain appartenait à la Gaspésia. Lorsqu'on a proposé un plan de mise en valeur pour la construction d'un centre d'interprétation, il a fallu acquérir, devenir propriétaire. Donc, on a acheté tous les terrains qui appartenaient à la Gaspésia pour la somme d'$1. Donc, et depuis ce temps-là, on est propriétaire des lieux. La raison pour laquelle Pabot était intéressé sous le régime français, c'est la présence d'un barachois. Pourquoi c'était essentiel à cette époque, la présence d'un barachois pour faire la pêche? Les bateaux, il faut se rappeler, il n'y a pas de quai. Donc, ils peuvent se protéger. Ça arrive de temps en temps à Gaspésie qu'il y a du mauvais temps. Et l'autre raison, c'est sur le barachois, tu peux installer des vignots pour faire le séchage de la morue. Ce qui a intéressé la famille Lefebvre de Bellefeuille qui va exploiter la seigneurie de Pabot, c'est le barachois. Comme à Mont-Louis, c'est le barachois qui a intéressé Denis Riverain, et comme à Passepébiac, c'est le barachois qui va intéresser. Sous quelle période le site a-t-il vécu? C'est entre 1730 et 1758, c'est-à-dire sous la période française. Il a été exploité par les Lefebvre de Bellefeuille et ce sera le plus important poste de pêche sous le régime français. Maintenant, il faut comprendre qu'il n'atteindra jamais le niveau de Passepébiac avec Charles Robin, qui va avoir une poussée fulgurante à partir de 1784. Mais c'est beaucoup plus tard que les Robins et les Jerseyais dans l'ensemble vont exploiter la morue après la conquête. Tandis qu'à Pabot,
toute l'activité s'est faite avant la période de la conquête. François Lefebvre de Bellefeuille, à un moment donné, on va flocher le Lefebvre pour conserver uniquement le de Bellefeuille. Ce qui fait que tous les de Bellefeuille qui existent au Québec ou à l'extérieur sont nécessairement des descendants de François Lefebvre de Bellefeuille. Pabeau est classé site archéologique. Maintenant, ce n'était pas le seul site permanent, ou si vous voulez, sédentaire, à l'époque du régime français. Il y avait d'autres postes. Le plus ancien étant Mont-Louis, avec Denis Riverain, qui, dès la fin du 17e siècle, va exploiter le poste de Mont-Louis. Malheureusement, Mont-Louis ne rencontre pas les conditions parce que, le site du Barachois a été bouleversé considérablement par des activités commerciales et agricoles. 2, il y a une multitude de propriétaires qui n'accepteront pas les conditions du classement. Par contre, il y a un jeune archéologue gaspésien, Tommy Simon Pelletier, qui a fait des reconnaissances archéologiques à Mont-Louis, et il est évident qu'il reste encore à Mont-Louis des vestiges de la période française qui sont là. Il y a eu également un poste de pêche à Gaspé, ou si vous voulez, dans le territoire de Penouille, qui aujourd'hui fait partie du parc Forillon. Donc, ce poste-là est exploité par Pierre Révol, un contrebandier de sel qui avait été expulsé de France. Et Révol ne sera jamais propriétaire du poste, puisqu'il y avait un édit royal qui faisait que tout le secteur, compris entre Cap-des-Rosiers et Cap-d'Espoir, était réservé aux pêcheurs saisonniers. Donc, il n'y a aucune seigneurie après cet édit royal des années 1690 qui va faire en sorte qu'une seigneurie va s'implanter dans ce secteur étant réservé aux saisonniers. Le poste le plus important sous le régime français, c'était Percé avec principalement l'île Bonaventure, mais parce qu'il était dans le secteur réservé, il était occupé strictement par des pêcheurs saisonniers. C'était pas un poste sédentaire. Et il a été aussi détruit par l'armée britannique au moment de la conquête. Il y avait, juste à côté de Pabeau, le poste de Grande-Rivière, la seigneurie de Grande-Rivière, qui va être concédée à la fin du 17e siècle à Jean Cochu. Cochu va l'exploiter jusqu'en 1707, moment de son décès. Et la progéniture de Cochu ne sera pas intéressée au poste de Grande-Rivière, ce qui fait que c'est Jean Barré qui va l'exploiter à partir de 1742 jusqu'à la conquête. Et Barré ne sera jamais propriétaire lui-même de la seigneurie. Mais encore là, Grande-Rivière n'est pas exploitable au niveau archéologique parce que le secteur qui était habité sous le régime français, c'est le secteur de Pointe-Verte, où s'est construit le quai de Grande-Rivière et par après le centre spécialisé des pêches de Grande-Rivière. Donc, ça donne strictement rien de faire des fouilles archéologiques à Grande-Rivière parce que les artefacts qu'on pourrait sortir, ils ne sont plus dans leur contexte de départ. L'autre poste permanent, c'était Restigouche. Restigouche qui était surtout un poste de traite de fourrure. Aujourd'hui, il y a un centre d'interprétation à Restigouche, mais on se concentre sur un thème qui est celui de la bataille de la Restigouche. Si Pabeau s'est développé sous le régime français, c'est parce que il y avait de la morue dans le golfe, puis qu'on tentait de l'exploiter. On sait que les échanges commerciaux qui vont se faire à Pabeau originent principalement de Québec, même si la population n'est pas très grande, il faut bien nourrir. Des Pays basques, comme j'ai dit, qui sont orientés plus vers le commerce que la Normandie, qui est le pays d'origine des Lefebvre, et la Martinique. La morue est importante. C'est l'industrie la plus prospère.
au 18e siècle, principalement à cause de l'Église catholique. Il y avait à peu près 200 jours maigres. Pas jeune, faut faire la distinction. Un jour maigre par rapport à un court jeune, tu ne peux pas manger de viande. À cette époque, c'était le vendredi, le samedi, toute la période de l'Avent, toute la période du Carême, tous les jours saints, puis il y en avait quelques-uns. Donc, il y avait à peu près 200 jours où tu n'avais pas le droit de manger de viande. Donc, la morue, surtout qu'elle pouvait se conserver à peu près 3 ans après avoir été salée ou salée séchée. Donc, c'était une production importante et surtout, il y en avait de la morue à cette époque. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir au bourg de Pas-Beau? Le centre d'interprétation est constitué de 3 grandes parties. Il y a la salle d'exposition où on retrouve les artefacts les plus intéressants parce que lors des campagnes de fouilles, c'est à peu près 20 000 artefacts qui ont été retirés, mais pas tous intéressants. C'était un site de pêche, il y a eu des quantités industrielles d'hameçons, de bouts de pipe, mais les plus intéressants sont dans la salle d'exposition qu'on appelle Espace Recherche. Il y a 8 grands panneaux historiques qui résument l'histoire du bourg de Pas-Beau entre 1730 et 1758, qui est le moment de sa destruction par l'armée britannique lors de la conquête. Et il y a un sentier archéologique qui permet aux visiteurs de voir les principaux endroits où les fouilles ont donné des résultats positifs. Donc, en 1758, les Anglais brûlent complètement, pas seulement Pas-Beau, mais tous les postes permanents. La raison principale, parce qu'on n'a pas été chanceux dans notre affaire, c'est que les Anglais avaient prévu prendre Louisbourg et prendre Québec dès 1758. Excepté que Louisbourg, parce que, écoutez, là, c'était du 10 contre 1 en termes numériques, l'armée britannique contre l'armée française. Excepté que Louisbourg va résister plus longtemps qu'ils avaient prévu. Ils vont se rendre seulement au mois d'août. Puis là, les Anglais ont dit, Québec est fortifié, on ne fera pas comme Phipps, puis rester pris dans les glaces de l'estuaire. On va attendre 1 an avant de monter vers Québec. Mais il fallait qu'ils occupent ces militaires-là. Donc, c'est là que Wolfe, qui n'était pas encore général à l'époque, va débarquer à Gaspé, va brûler Gaspé et va envoyer des détachements militaires. Ils vont prendre Mont-Louis, ensuite Grande-Rivière, Pas-Beau et Miramichi. La raison invoquée, c'est qu'ils ne voulaient plus, c'est la même raison que lors de la déportation des Acadiens, c'est qu'ils ne voulaient pas avoir personne français en arrière d'eux autres lorsqu'ils montraient prendre Québec et ensuite Montréal. Suite après la prise de Restigouche, ils vont s'étendre, ils vont aller, ils vont se réfugier pour survivre. Et le meilleur endroit pour survivre, c'était où? À l'embouchure des rivières. Bon, rivière Bonaventure, les rivières Pas-Beau. Quand peut-on visiter le bourg de Pas-Beau? Le centre d'interprétation est ouvert de la mi-juin à la mi-septembre. Et donc, les gens peuvent soit avoir une visite guidée avec des guides, soit des visites autonomes ou libres, dépendamment du choix des visiteurs. Puis maintenant, vous prenez votre retraite? Oui, c'est ça. C'est annoncé depuis un bon bout de temps, mais quand ça fait près de 40 ans qu'on est dans une organisation, je pense que c'est bien pensé d'essayer d'assurer une relève à l'organisation.